Bonjour à tous. Les attaques à l'encontre des crypto-monnaies n'ont jamais cessé. Et encore cet été, un journaliste américain plongé dans la littérature florissante sur le sujet, publié sur X. La forte impression que j'ai, c'est qu'il s'agit d'une grosse arnaque qui vole les gens d'en bas pour enrichir ceux d'en haut. Alors quoi, le Bitcoin serait-il une escroquerie? On en débat aujourd'hui dans Smart Tech. Et puis, je vous propose aussi un nouveau rendez-vous. Un rendez-vous qui sera régulier dans l'émission cette saison pour adresser spécifiquement le sujet de la protection de nos données personnelles. Mais d'abord, j'aurais posé 3 questions sur les usages numériques citoyens. C'est tout de suite dans Smart Tech. Bonjour Caroline Zorn, vous êtes vice-présidente de Strasbourg Eurométropole, vous êtes en charge de l'enseignement supérieur et du numérique, conseillère municipale de Strasbourg, en charge aussi de toutes ces questions autour du numérique, notamment de l'inclusion ou encore de l'ouverture des données. Et puis vous êtes la présidente d'une association à but non lucratif, AD7, qui regroupe une 60aine de membres publics, privés, pour le développement des usages numériques citoyens. Je voulais savoir, ma première question, Caroline, c'est qu'appelez-vous les usages numériques citoyens déjà? Bonjour. Alors, ils sont très, très nombreux, ces usages. Au quotidien, les citoyennes et citoyens s'en rendent pas forcément compte, mais un usage numérique, ça va des mobilités avec sa carte pour monter dans le bus, jusqu'au paiement de la cantine, passer un portique, faire baisser une borne pour rentrer dans un parking, se connecter sur son compte citoyen. Enfin, il y a énormément de choses au quotidien et donc l'AD7 a vraiment... les enjeux de l'AD7 sont au cœur du quotidien des personnes. Donc ce que vous appelez citoyen, c'est lié à la notion d'utilisation de services numériques dans le service public? Dans le service public, mais pas uniquement. Quand on parle, par exemple, d'entrer dans un parking, c'est pas forcément un parking qui est géré par une municipalité, mais néanmoins, c'est vraiment pour le quotidien des personnes. Voilà. Donc, les usages numériques citoyens, ça vient un petit peu en contraste avec les usages strictement professionnels. Donc là, c'est dans la vie de tous les jours, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, vous tenez des assises de ces usages numériques citoyens. Cette année, c'était à Marseille, avec pour thème principal l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, bien sûr, of course, mais que va changer l'IA dans ces usages du quotidien? Alors, effectivement, cette année, c'était à Marseille. L'année prochaine, on est à Montpellier. Chaque année, c'est vraiment l'événement phare, en fait, hein, de l'AD7, où on peut se rencontrer entre eux, justement, ces territoires, ces municipalités, ces métropoles et les industriels, les sociétés innovantes en la matière. Et donc, je vais vous donner des exemples très concrets, hein. Cette année, on a par exemple Pleine Commune et ITAC qui ont été récompensés, puisqu'on organise aussi des trophées des usages numériques citoyens pour leur projet qui est en fait c'est un réseau social d'action écologique qui valorise les habitants, les associations et qui utilise l'IA pour la planification écologique. On a aussi Marc Ambareuil qui a développé une IA municipale qui va permettre aux citoyens sur via WhatsApp, via une messagerie du quotidien, de poser des questions pour avoir des informations relatives aux services publics. Qu'est-ce qu'on mange à la cantine aujourd'hui? Quels sont les horaires d'une piscine? Sans forcément aller sur un site internet. Donc on a aussi LinkSense enfin bon, on a plein de propositions finalement pour améliorer les usages numériques à l'appui de l'IA. Et c'est aussi notre travail de mener des réflexions un peu prospectives pour voir où est-ce qu'on place l'IA pour que ce soit quelque chose d'utile, d'utilisé et d'utilisable. Voilà. Donc il ne s'agit pas de faire de l'IA pour de l'IA. C'est un petit peu l'enjeu cette année. Et partager, j'imagine, des cas pratiques qui fonctionnent déjà, des retours d'expérience au sein des collectivités. La dernière question que je voulais vous poser, c'est quel bilan vous tirez, vous déjà, de ces usages numériques, la manière dont ils ont évolué, dont les citoyens s'en sont emparés depuis vos assises de 2023, et comment vous voyez les choses évoluer? Ce que je veux dire, c'est que l'AD7 est un animateur de réseau, une association qui fait vraiment un travail important, mais qui est aussi une autorité d'enregistrement pour ce qu'on appelle la norme AMC. C'est une norme qui va permettre justement d'avoir toutes ces fonctionnalités, tous ces usages sur un même support, carte physique ou dématérialisée, en protégeant la vie privée des personnes. Et c'est aujourd'hui un élément qui inquiète, pour répondre à votre question, c'est comment est-ce que l'IA va permettre d'accéder au maximum de services tout en protégeant les données, en protégeant ce qu'on va appeler l'intégrité
l'intégrité de nos données, de notre vie privée, l'intégrité numérique. Hein, c'est un concept que les Suisses ont intégré d'ailleurs dans leur constitution. Donc il faut trouver cet équilibre et il faut trouver l'amélioration des services rendus aux usagers. Et aujourd'hui, on voit une explosion des solutions à base d'IA et toutes n'ont pas le même degré de maturité et de conformité à la réglementation. Et c'est vrai qu'on est très content d'avoir des adhérents à l'ATSET qui sont particulièrement soucieux de ces enjeux. Donc, vigilance, j'ai envie de dire, pour cette année 2024. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces sujets. Caroline Zorn, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association ATSET, également vice-présidente de Strasbourg Eurométropole. Allez, tout de suite, c'est l'heure de notre débat. On va parler du Bitcoin. Arnaque, aberration, qui pour défendre le Bitcoin face aux attaques récurrentes? Eh bien, peut-être mes deux invités. En tout cas, j'ai eu envie de les confronter à certaines réalités et critiques. Bonjour Alexandre Tchatchenko. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, auteur, conférencier. Vous avez cofondé Blockchain Partner qui a rejoint KPMG France, où vous avez d'ailleurs été directeur blockchain et crypto. Vous êtes le co-auteur de 2 ouvrages de référence. On va citer le dernier en date, Bitcoin et crypto-monnaie facile, 2e édition, paru en 2024 aux éditions First. Et puis, je dois préciser, vous êtes également le cofondateur de l'ADAN qui rassemble les acteurs des cryptos actifs en France. Donc, vous portez véritablement ce secteur et puis suivez l'évolution de la législation, de la régulation en France. Et puis quand même, directeur de la stratégie chez Pemium, qui est mon rôle actuel. J'y venais. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur de la stratégie de Pemium, qui est un pionnier du Bitcoin dans le monde, qui a été donc fondé en 2011. Tout à fait. Merci. Tout est bon là, Alexandre. Tout est bon, exactement. On peut passer à Philippe Rodriguez, qui est à côté de vous. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour. Vous dirigez la banque d'affaires Avolta, spécialisée dans la tech. Vous êtes également vice-président de l'EBG, l'Electronic Business Group. C'est un think tank qui rassemble des professionnels du numérique en France et aux États-Unis. Vous avez été président de l'association Bitcoin France entre 2014 et 2017 et l'auteur, vous aussi, d'un ouvrage, notamment on peut citer La révolution blockchain, algorithme ou institution, qui est paru aux éditions Duno, c'était en 2017. Voilà, donc à vous de répondre aux critiques. Je vais commencer par vous faire réagir au tweet de Jill Duran, journaliste américain, qui cet été nous dit qu'en pleine plongée bibliographique sur l'essor de la cryptographie, il en ressort en disant « mais j'ai la forte impression qu'il s'agit d'une grosse arnaque qui vole les gens d'en bas pour enrichir ceux d'en haut. Il n'est pas étonnant que Trump se lance désespérément dans cette aventure. » Voilà. Alors, il dénonce un système donc pyramidal qui enrichit les premiers investisseurs. Il en veut pour preuve que 2% des comptes détiennent 95% de la valeur totale des bitcoins. Ça, ce sont des chiffres de Scott Galloway de la New York University. Donc déjà, une première réaction là-dessus. Une grosse arnaque, les crypto-monnaies? Tu veux y aller? Je peux y aller, hein, mais non, il y a pas mal de choses qui soit sont fausses, soit relèvent d'une confusion dans ce que dit ce monsieur. La première confusion, c'est que, comme beaucoup de gens, malheureusement, il fait une forme d'amalgame où le mot crypto, en fait, serait un pot pourri dans lequel on met 20 000 actifs différents, ça va du NFT d'œuvres d'art jusqu'à l'obligation d'État en passant par l'immobilier. Et puis il y a Bitcoin au milieu. Et en fait, il est amalgamé avec tout le reste. Et comme dans tout le reste, effectivement, des cryptos, il y a un bon gros paquet d'arnaques, il fait un amalgame en disant, vu que 80% sont des arnaques, alors Bitcoin est une arnaque. Alors que, effectivement, ça a autant de sens que de comparer, comme je disais, un Picasso avec de l'immobilier, des obligations, ça n'a absolument rien à voir. Donc Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie comme les autres, déjà, j'entends. Déjà, ne serait-ce que par sa taille, sa capitalisation de marché, son ancienneté, le fait qu'on ne connaît pas le fondateur, que ça a une prétention monétaire, en fait, c'est un autre sujet. Pour moi, il y a Bitcoin et puis il y a le reste. Donc ça, c'est l'amalgame, on va dire. Et puis après, même dans la critique qui est faite sur la concentration, finalement, de la valeur. La concentration, alors il dit concentration et transfert de valeur, presque, même entre les pauvres et les riches. Aujourd'hui, ce qu'on sait en termes de sociologie des détenteurs de Bitcoin, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les pays et les gens qui en ont le plus, c'est plutôt des gens qui sont soit des exclus financiers. Aux États-Unis, par exemple, les catégories qui sont surreprésentées, c'est les jeunes et les minorités raciales. Et dans le monde, les pays qui s'en servent le plus, c'est l'Inde, le Nigeria et la Thaïlande. Donc on n'est pas sur les États-Unis ou la France ou l'Allemagne. Donc déjà, ça, c'est pas tout à fait vrai. Il y a même un transfert générationnel plutôt dans l'autre sens. Et la deuxième chose, c'est que cette concentration, en fait, c'est un petit peu impensif parce
parce qu'on ne peut pas le savoir. C'est comme si on disait 100% de l'argent du monde est détenu par les banques. C'est pas vrai, les banques détiennent pour des comptes de tiers. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes d'échange qui effectivement détiennent pour des tiers des particuliers. Et ça, effectivement, ça doit être 90 ou 85, je ne sais plus exactement le chiffre. Mais c'est des gens qui détiennent pour le compte de tiers, c'est pas leur argent. Donc c'est 95% qui est cité. Voilà, alors peut-être, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne correspond pas à la détention en propre des gens. Donc par exemple, je cite souvent un exemple dans le cadre, alors là c'est sur crypto, donc c'est un petit peu dérivé de Bitcoin, mais Bitcoin a une représentation sur une autre blockchain qui s'appelle Ethereum, qui s'appelle le wrap Bitcoin. Donc en gros, on met en séquestre un Bitcoin et ça nous crée un jeton qui représente du Bitcoin. Et en fait, si on regarde sur la chaîne de blocs, sur la page de transaction, on voit qu'il y a, je crois de mémoire, 200 000 détenteurs à peine. Mais en fait, sur ces 200 000 détenteurs, il y a des fonds d'investissement, il y a des protocoles de finances décentralisées qui eux-mêmes ont 100 000 ou 200 000 investisseurs. Donc en fait, quand on dézoome, c'est pas 200 000, c'est 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Donc c'est pareil pour Bitcoin. Alors, reste que, certes Alexandre, mais Philippe, on nous vend quand même cette idée d'une monnaie décentralisée, cette concentration, ça sonne comme une dissonance. Je rejoins Alexandre sur un point, Bitcoin et le reste. Je pense qu'il a raison sur ce point, parce que Bitcoin a quand même une singularité par rapport aux autres crypto-monnaies. J'ai l'habitude de dire que Bitcoin, en fait, c'est une crypto-monnaie sans ego. Parce que, en fait, probablement parce qu'à l'origine, déjà, le créateur reste anonyme. Et sans ego aussi, parce qu'il n'y a pas la possibilité pour un intervenant pour diriger la gouvernance de ce système. En fait, c'est dirigé par les algorithmes. Et c'est sans ego, mais c'est aussi sans conflit d'intérêts. Et justement, parce que ce rôle que joue en fait Bitcoin de désintermédiation totale, le fait qu'on puisse échanger de la valeur de pair à pair, fait que au milieu, on n'a pas d'intérêt et on n'a pas d'intérêts qui peuvent agir. Et en ça, Bitcoin ne ressemble pas aux autres crypto-monnaies qui ont souvent beaucoup d'ego ou beaucoup de conflits qui existent. Et la plupart des crypto-monnaies, finalement, sont une amélioration d'un sens d'un certain nombre de faiblesses que pourrait avoir Bitcoin, qui sont des faiblesses qui sont liées aussi à ses qualités. Par exemple, la robustesse. Derrière, il peut y avoir une manipulation un petit peu plus compliquée, un peu plus rude. Une lourdeur, une lenteur. Exactement, la lenteur, par exemple. Donc, on va sortir en fait des crypto-monnaies plus rapides, ce genre de choses. Et effectivement, Bitcoin reste un idéal. Un idéal qui reste à construire, qui se développe plutôt pas mal. Et pour revenir en fait sur la distribution de la valeur, la distribution de la détention, d'une part, les chiffres que l'on a donnés là sont meilleurs que la distribution des autres actifs. Il faut le souligner. Et d'autre part, effectivement, on a aussi une détention, comme l'expliquait Alexandre, de nouveaux acteurs, qui sont des acteurs plutôt institutionnels, qui détiennent pour des tiers et qui jouent beaucoup. On a parlé en 2024, justement, aux États-Unis, il y a eu toute cette amélioration avec ce qu'a proposé la SEC avec le lancement des premiers ETF. On a aujourd'hui pratiquement 4% de la valorisation de Bitcoin qui est détenue en fait par de grands asset managers qui eux-mêmes en fait distribuent ensuite cette valeur. Mais donc, alors, l'attaque sur le système pyramidal, ces pyramides de Ponzi, ça existe aujourd'hui. Il y a des plateformes qui jouent ce jeu-là. Tout comme Enron a fait faillite, l'énergie, ce n'est pas inutile pour autant. Ça participe du même amalgame où en fait, c'est pas parce qu'il y a des acteurs qui ne respectent aucune réglementation, qui sont offshore et qui n'ont pas beaucoup qui s'enrichissent sur le dos des autres. Qui s'enrichissent sur le dos des autres, mais voilà, il y a des cordonniers qui s'enrichissent sur le dos des autres. Il y a dans toutes les professions, il y a des gens qui sont des arnaqueurs. Donc le sous-jacent n'est pas concerné. D'où la nécessité d'avoir une régulation. Pas nécessairement. D'ailleurs, si on prend l'exemple, en soi, la régulation, pourquoi pas. Maintenant, c'est une question de timing et d'intensité, parce que parfois, c'est très contre-productif. L'exemple que je veux donner est contre-productif, c'est qu'on a eu en Europe, une régulation qui est plus avancée que d'autres continents, comme souvent. Et typiquement, ça a jeté dans les bras de FTX il y a 2 ans beaucoup de gens. FTX qui donc a fait faillite parce que c'était une énorme arnaque, parce qu'on a dit aux gens, par exemple, on leur a fait peur en Europe, on leur a dit potentiellement, ça va être interdit de détenir ses propres bitcoins, d'avoir ses propres clés.
Donc vous êtes obligé de passer par un intermédiaire. Il y avait même un amendement européen qui avait été proposé qui s'intitulait interdiction des portefeuilles auto-hébergés et dont le motif était de dire, je cite, empêcher la sortie du système réglementé. Et en fait, en poussant les gens en dehors de ce système-là, on les a envoyés chez qui ? Chez FTX. Donc il y a plein aussi de plateformes européennes qui étaient un peu plus fiables, auxquelles on a interdit certains produits financiers, qu'ont fait les gens, ils sont allés chez FTX. Donc en fait, on a juste jeté des gens dans la gueule du loup parce qu'on a voulu être plus monarchique que le roi. Et donc ça, c'est un problème. La régulation peut être une solution, mais la surrégulation n'en est certainement pas une parce que ça tue en plus l'écosystème local de start-up. Philippe, vous avez parlé du mystère toujours autour de l'inventeur du Bitcoin. Ça crée une sorte de culte finalement, de mythe autour de cette crypto-monnaie qui est pas forcément très rationnelle, qui peut-être lui donne plus de valeur qu'elle ne devrait en avoir, et par ailleurs qui laisse à penser, alors vous allez me dire si effectivement c'est l'objectif, qu'on préfère aussi dans ces mouvements cypherpunk d'origine et qui existent encore très fort comme communauté autour du Bitcoin, qu'on préfère finalement une société, un système financier dirigé par l'algorithme, vous l'avez dit, plutôt que par les États. Oui, certains y voient un danger, au contraire. La réponse est dans la question. Parce que l'État, c'est l'intérêt général. Bien sûr. Et pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement, mais en tout cas, c'est l'objectif. En tous les cas... Il y a des dérives partout. C'est pour ça qu'il faut des systèmes alternatifs. Mais oui. En tous les cas, en fait, pour connaître un petit peu la communauté des bitcoiners, je suis pas certain en fait que les bitcoiners soient très intéressés pour connaître l'identité de Satoshi Nakamoto. En un sens, ils sont beaucoup plus intéressés par le code qui est produit, l'évolution de ce code, le mode de fonctionnement, et même si on y voue une sorte de culte un peu rigolo, oui. un peu comment dire, qui est plutôt sympathique, c'est-à-dire fêter le Pizza Day, fêter le Genesis Block, toutes ces dates-là qui sont des dates importantes dans l'histoire de Bitcoin qui sont fêtées dans la communauté, c'est plutôt bon enfant. Il n'y a pas vraiment de culte. Pourquoi ? Parce que je pense en fait que dans la communauté Bitcoin, on croit plus au code que à l'ego et aux personnes qui sont derrière ce code. Ce qui est important, en fait, c'est le code. Pour revenir au point sur les institutions versus les algorithmes... Dirigée par l'algorithme plutôt que par les États, ça peut donner une société très inégalitaire. C'est aussi oui, ou peut-être plus égalitaire, puisque en fait, on s'aperçoit aussi que les institutions qui démarrent probablement... il y a à peu près 10 000 ans, ces institutions en fait sont toujours dirigées par des hommes qui sont souvent imparfaits, qui peuvent introduire un certain nombre de biais dans la façon dont ils gèrent ces institutions, et on est constamment abreuvé d'histoires concernant soit de la corruption, soit le mauvais fonctionnement de ces organisations. Dans l'esprit philosophique qu'il y a derrière le Bitcoin, et vous mentionnez les cypherpunk à très juste titre, eh bien, l'idée c'est de dire on va faire confiance finalement à personne, parce qu'en faisant confiance à personne, on peut avoir confiance en quelque chose qui est du code. Le code qui est en open source, que tout le monde peut vérifier, savoir ce qu'il y a dedans, vérifier vraiment ce qu'il est prévu de faire. Ça, c'est une vérité mathématique qui est incontournable. Et c'est un peu cet idéal de cette société qui serait gérée plutôt... Ça me rappelle aussi les idéaux à la naissance d'Internet. C'est les mêmes. C'est les mêmes, ouais, parce que c'est... On en est un petit peu revenu. Ça ne s'est pas passé comme on imagine. Non, mais... Je voulais aussi vous faire réagir, je vois le temps qui tourne. Aïe, aïe, aïe. C'est Xavier Delaporte, là, dans son podcast Le Code a changé. Écouté. Ouais, bon, on l'a écouté tous les deux, pas que. Il raconte qu'il a interrogé Ethan Zuckerman, qui lui a dit la principale disruption produite par la crypto-monnaie jusqu'à maintenant est que des gens en général de jeunes blancs possèdent beaucoup d'argent imaginaire, par opposition à un monde où de vieux hommes blancs possèdent beaucoup de vrai argent. J'ai du mal à voir ça comme un progrès, dit-il. En fait, je renvoie à ma première réponse, c'est que c'est factuellement faux. Donc, les gens qui en ont, c'est aux États-Unis les minorités raciales, les jeunes, les pays, Inde, Nigeria, Thaïlande, je ne connais pas beaucoup de jeunes hommes blancs riches dans ces coins-là. Donc c'est juste factuellement faux. Donc après, il peut se déplorer quelque chose de faux, mais
C'est pas vrai. Donc après, alors, juste pour dire 2 mots sur la partie juste avant, dans le côté effectivement être gouverné par des algorithmes, etc., déjà il y a pas mal de diversité même d'opinions chez les bitcoiners là-dessus. Moi je fais partie de ceux qui n'ont pas envie d'être gouvernés par des algorithmes. Je pense que les communautés humaines n'ont pas pour vocation de ne pas se faire confiance, parce que moi c'est un monde de l'enfer. J'ai pas envie de vivre dans un monde où je dois avoir une méfiance envers mon voisin, le conducteur du taxi, etc. Par contre, ce que les bitcoiners disent, et ce que Satoshi Nakamoto a mis en avant lorsqu'il a créé Bitcoin, c'est qu'il a dit en fait, il y a une institution qui est cruciale dans la société qui s'appelle la monnaie, pour laquelle aujourd'hui nous n'avons plus d'alternative. Nous sommes obligés de faire confiance à un tiers, et ce tiers étant incontournable, en fait, toute entité qui a du pouvoir est portée en abuser. Je crois que c'était Montesquieu qui disait ça. Et donc là, c'est ce qui se passe exactement. C'est que c'est une entité qui est incontournable, il n'y a pas de fuite possible. Et donc, ils abusent de leur pouvoir. Et donc, ce que fait Satoshi Nakamoto, c'est qu'il dit, moi, j'ai proposé une alternative dans laquelle on n'a plus besoin de faire confiance à un tiers. Et en fait, même si les gens supposons que Bitcoin ne devienne pas la monnaie de 7 milliards de personnes, ça reste un aiguillon qui va forcer des autorités de confiance à se mettre au niveau de la concurrence. Parce qu'une fois que la concurrence est là, ils ne peuvent plus faire n'importe quoi. Ils ne peuvent plus juste dire, allez, on va multiplier la masse monétaire par 18 parce que pourquoi pas. Donc il y a vraiment ce côté où on a cette alternative. Un parallèle politique, ce serait de dire, voilà, on peut très bien avoir des pays qui sont engagés, puis on peut avoir la Suisse qui est neutre. C'est très bien d'avoir des pays neutres qui sont capables, par exemple, de faire diplomate, qui sont capables de faire que des gens se parlent entre eux, d'être le refuge de gens qui veulent fuir certains régimes. On disait tout à l'heure l'État et la représentation de l'intérêt général, il y a un peu moins de la... Comme un système correctif, finalement, c'est ça ? Ouais, il y a un peu moins de la moitié de l'humanité qui vit quand même sous des régimes autoritaires, donc l'État ne représente pas toujours l'intérêt général. Mais... Bon, allez, vous avez 1 minute pour répondre à la question de l'aberration écologique que représente Bitcoin. Pour ceux qui estiment que c'est une aberration et que Bitcoin a envoûté la planète, pour reprendre les mots du livre No Crypto de Nastasia Adjadji. 1 minute chacun ou 1 minute ? Ah non, à vous. Ok, 60% de la production Bitcoin est faite à partir d'énergie renouvelable et notamment beaucoup d'énergie qui est en excès de production. Il y a vraiment en fait un effort qui est porté sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la production énergétique qui est nécessaire au Bitcoin représente à peu près 0,5% de la demande mondiale. Est-ce que c'est utile pour l'humanité ? Oui. Est-ce qu'on peut y consommer 0,5% de la consommation énergétique ? Ma réponse est oui. Voilà, il faut déjà être convaincu que oui, c'est utile pour l'humanité, en fait. Alors, moi, je renverse la question. Ouais. En fait, il y a un sujet qui est un éléphant dans la pièce que personne ne pose, qui est la compatibilité du système monétaire actuel avec les accords de Paris et avec le changement climatique. Et en fait, en sortant Bitcoin de l'équation, la réponse est non. Le système monétaire actuel a dans son ADN la croissance et ne permet pas la sobriété. C'est le principe de l'inflation. L'inflation force les agents économiques à soit consommer, soit investir, mais on ne peut pas épargner, sinon on perd 2%, 3%, 10% par an. Donc en fait, une fois qu'on a compris qu'au-delà des X TWh consommés par Bitcoin ou par les sèche-linges aux États-Unis, etc., il y a une question centrale qui est qu'on a un système monétaire qui, dans son ADN, incite 7 milliards de personnes sur Terre et toutes les entreprises à gaspiller des ressources pour créer des emplois fictifs, dont tout le monde est au courant qu'ils ne servent à rien, mais on préfère créer de l'emploi. Lagarde disait d'ailleurs, les gens préféreront avoir un emploi que de l'épargne. Bitcoin est une alternative qui remet la sobriété au centre du jeu. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de répondre aux critiques sur le Bitcoin. Philippe Rodriguez d'Avolta, Alexandre Tchatchenko de Pemium. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci. On termine cette édition avec Hervé Lejouan, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Pour un regard sur la confidentialité de nos données personnelles. Alors, en matière de privacy, de protection donc de la vie privée à l'ère du numérique, vous allez forcément me dire, Hervé, que c'était mieux avant. Oui, je vais être obligé de commencer par ça, en disant qu'effectivement, avant l'avènement de l'Internet, on va prendre ça comme point de départ, avant l'avènement de l'Internet, nos communications, qu'elles soient orales, on va dire, et puis après il y a eu le télégraphe, et puis après il y a eu le téléphone filaire, enfin toutes ces communications étaient très privées. Et mis à part quelques mises sur écoute par des services secrets ou des gouvernements, c'était réellement des communications privées. Et puis est arrivé aussi, et puis on utilisait depuis la nuit des temps aussi ce qu'on appelait déjà le codage ou le chiffrement des messages qui permettait, lorsqu'on envoyait un message de l'autre côté de la France ou autre, de
s'il était intercepté, il pouvait pas être lu et transformé. Et puis on se souvient aussi, et ça c'est plus récent, mais en 1929, il y a une première machine nommée Enigma qui a été utilisée par les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale pour commencer à chiffrer justement des messages lors d'envoi par télégraphe, et qui a été déchiffré justement par ce qu'on peut considérer comme le premier ordinateur, celui-là de Turing. Ouais. Donc on voit bien qu'il a commencé à avoir une évolution, mais après finalement, dès que l'Internet est arrivé, donc dans les années 90, pas grand-chose, mais dès qu'il y a eu ADSL et puis la 3G, la fibre, la 5G, tous ces réseaux rapides, avec l'augmentation des données, et bien là effectivement on a commencé à laisser des traces numérisées un peu partout, et finalement, là, ça a commencé à avoir un impact sur notre vie privée avec l'explosion des cookies, avec l'explosion d'un certain nombre de choses qui ont fait que voilà, il y a eu une période un peu là-dessus bizarre. Cookies, réseaux sociaux. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est pire qu'avant. Aujourd'hui, oui, ça devient très complexe, mais quelque part, on va dire qu'entre 2002 et 2014, il y a eu justement cette période où il n'y avait pas grand-chose de chiffré en fait sur Internet. HTTP était utilisé, pas trop HTTPS. On utilisait pour communiquer le SMS, pas chiffré. Donc finalement, tout était ouvert et tout le monde pouvait se servir. Effectivement, les entreprises ont été les premières à se servir avec les cookies et des tracking de comportement, mais aussi les gouvernements aussi qui pouvaient lire toutes les communications de tout le monde avec les opérateurs. Donc on était bien dans ce monde mais après finalement, à partir de 2015, là, la vie privée quand même a commencé à devenir quelque chose d'important, et il y a eu l'explosion de ces fameuses applications de messagerie chiffrée, que ce soit WhatsApp, qui avait déjà grossi, mais là, l'explosion elle est intervenue à ce moment-là, et puis Signal et Telegram qui sont arrivés, et là, qui garantissaient aux utilisateurs que toute leur communication était chiffrée et ne pourrait pas être interceptée. Et là, donc, on est rentré dans une nouvelle ère, mais bien sûr, avec des usages à côté qui n'étaient pas forcément des usages licites, terroristes, les trafiquants de drogue, enfin, toutes les choses illicites ont trouvé aussi un terrain de jeu pour se développer et se déployer. Mais ce qui a fait que les gouvernements, finalement, ils ont compris aussi qu'ils pouvaient utiliser ces technologies, mais aussi commencer à revenir en arrière potentiellement sur la notion de chiffrement en disant « Ah, mais oui, mais finalement, ces clés qu'on ne peut pas déchiffrer, il faudrait les diminuer pour qu'on puisse déchiffrer l'info, pour être sûr qu'on peut lutter contre les réseaux illicites, et ainsi de suite. » Donc, il a commencé à avoir une bataille à ce niveau-là. Et on voit bien avec l'arrestation aussi de Pavel Durov, les enjeux que ça peut poser, et de Telegram, les enjeux que ça peut se poser, effectivement, au niveau privé et liberté d'expression. Comment vous voyez les choses évoluer ? Pas très positivement, à vrai dire, parce que on voit déjà, déjà d'un point de vue, si on regarde le chiffrement, il y a l'ordinateur quantique qui arrive. Et l'ordinateur quantique, demain, il va pouvoir rendre caduque 90% des clés et des chiffrements qui sont effectués aujourd'hui. Il va pouvoir en créer des plus robustes aussi. Oui, on va pouvoir en créer des plus robustes, mais il va y avoir une période intermédiaire qui peut être très, très, très risquée et très dangereuse. Et bien sûr, les gouvernements vont utiliser et utilisent déjà un peu ces technologies pour voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis, il y a l'IA. L'IA aujourd'hui, avec les capacités, avec les GPU et compagnie, on va être capable, avant la NSA et tous ces organismes en fait utilisaient beaucoup d'analystes pour analyser les données. Aujourd'hui, l'IA va le faire en temps réel. Donc, on va pouvoir suivre des dizaines, des centaines de millions de personnes en temps réel sur leur activité. Dernière chose. Vous allez me parler des caméras de vidéosurveillance, non ? Parce qu'on les a vues pendant les JO. Oui, on les a vues pendant les JO, les caméras de vidéosurveillance, aujourd'hui la domotique, nos voitures automatisées. Donc on rentre dans un cadre extrêmement numérisé, en fait, qui fait que peut-être que d'ici une petite décennie ou 2 décennies, la notion de vie privée sera une notion qu'on aura oubliée. Quelle rentrée, dis donc, Hervé. Ouais. Allez, on va espérer que ça se passe un peu mieux. Merci beaucoup, Merci. Hervé Lejeune. Merci à vous de nous suivre. C'était Smart Tech, votre émission sur la tech. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change.